C'est vrai que même en procuration, tu peux il faut que ce soit en présence. Ouais. Tu as commencé comme ça. L'année dernière, j'ai vu en jeu alors que je crois qu'il a été et des fois, tu as un truc qui est vraiment je sais pas faire. J'y suis. Même si la majorité plus. Très bien. C'est la majorité tous les profils. Évidemment que le balancing en collège est nul. Et puis il y a des procurations. Ça compte pas, il faut ça compte Ah, vraiment, ça compte pas. Ah oui, il y a quand même du physique. C'est vraiment du présentiel. Tu veux pas mettre une photo? Présent. Expert, certification. C'est l'essentiel. Si, tu préfères passer la pause d'appel? Ouais. Bien. Si vous le voulez bien, bonsoir à tous. On va commencer la séance. Apparemment, nous serons juste pour le quorum. Burger Alain. Présent. Moineau Séverine. Procuration. Maziga Daniel. Présent. Maki Delphine. Présente. Martin Daniel. Présent. Afida Meregad. Procuration. Marazzato Sophie. Présente. Padone Jean-Pierre. Procuration. Sor Corinne. Présente. Madonna Myriam. présent. Coxu SM. Présent. Lang Jean-Jacques. Liu Daniel, absent. Olofsson Nina. Procuration à Delphine Maki. Leslie David. Grisé Hélène. Elle arrive. Son chemin. Barreau Lucas. Reto Mathieu. Présent. Le Caroline. Présente. Cherfaoui Sarah. Présente. Chitri Claire Marie-Claude. Présente. Garnier Emmanuel. Présente. Corombetan atteint, nous pouvons délibérer. Le secrétaire de séance. Corinne, c'est vous. Oui. Corinne sort. Parfait. L'approbation du compte-rendu du précédent conseil. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur le compte-rendu qui a été élaboré? Pas de remarque. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Eh bien, on va commencer la première délibération, la 25-03-01, état d'assiette, d'évolution et destination des coupes de l'année 2025. Myriam? Donc, le maire rappelle au conseil municipal que la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général, qu'elle relève du régime forestier, qu'elle est gérée suivant un document d'aménagement en vigueur sur la période 2012-2021. Conformément à ce plan de gestion, le technicien ONF propose chaque année des coupes, les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages. Donc, pour les coupes de cette année, le plan du canton. Quel tu veux? Oui, là, le plan du canton Nord. Donc, on a une coupe sanitaire sur la parcelle 1. Une régénération définitive sur un petit bout de la parcelle 14 et puis sur la 15, toute la 15.
Et la coupe d'amélioration qui était prévue sur la 18 au milieu, là sur le sommet, elle est reportée en raison de la crise sanitaire des bois à 2030 sans doute. Et au-dessus du fort, donc il y a la coupe sanitaire en dessous du fort et sur la 43, c'est pareil, ça n'était pas prévu, mais du coup, comme les arbres sont malades, il va falloir couper. Et sur la 44, c'est une amélioration. Et sur la 24 et la 23, au-dessus, régénération définitive. Et ensemencement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, pour l'orientation et la mise en marché, donc les bois façonnés, c'est une vente en contrat en concurrence, et pour les bois façonnés, c'est une mise à disposition des bois sur pied pour le deuxième tableau. Voilà, tu avais les chiffres, le chiffre des recettes de l'ONF, du coup, pour 2024, c'était 15 555,77. Et plus des ventes à 482,20, donc soit 16 037,97, et avec comme dépenses de gestion, tout ça, de 10 385,55 pour 2024. Du coup, cette année, on devra avoir un peu plus de recettes parce qu'il y a plus de mètres cubes de bois qui devraient être coupés. Voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'inscription à l'état d'assiette des coupes de l'exercice 2025 pour lesquelles l'ONF procédera à la désignation selon le tableau proposé, de décider des orientations de mise de marché selon le tableau proposé, de décider des modalités de mise à disposition à l'ONF des bois destinés à être vendus façonnés, d'autoriser le maire à signer les documents afférents. Donc là, c'est un peu particulier. Vous savez qu'on est passé en contrat d'approvisionnement. En réalité, c'est l'ONF qui s'occupe de tout et on vend les bois façonnés en bord de route. Donc là, pour le moment, on n'a vendu qu'une partie des bois qui avaient été façonnés. Par contre, l'ONF a prélevé à proportion de ses dépenses. Donc en réalité, pour le moment, les coupes de bois cette année nous ont rapporté grosso modo un peu moins de 6 000 € sur les 15 000 et quelques euros touchés. Donc l'ONF a prélevé les 10 000 €. Quand les bois sont façonnés, quand la totalité de la vente sera effectuée, on devrait toucher le solde avec un peu moins de prélèvement sur la vente de bois. Mais c'est vrai que le bois façonné, contrairement au bois sur pied, où on était payé directement par l'exploitant, là ça nous fait un échelon supplémentaire avec la vente par l'ONF de bois en bord de route, mais ils vendent les bois au fur et à mesure, ils vendent les billes, ils vendent les bois coupés, et ils vendent les bois pour leur traitement pour faire des granulés, les bois de scierie. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a les mêmes problèmes partout. Je pense qu'à Cramonc, c'est la même chose. Le fait d'avoir le contrat d'approvisionnement, ça nous permet d'approvisionner les scieries locales. En contrepartie, on se retrouve confronté à l'avance de fonds pour le façonnage du bois. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Convention d'entretien des espaces paysagers par éco-pâturage entre la commune des Terres et la ferme équestre de la Forge. Dans un souci de promouvoir la durabilité environnementale, la commune envisage d'adopter une méthode d'éco-pâturage pour l'entretien de certains de ces espaces verts. Donc cette approche entièrement écologique qui respecte l'écosystème local utilise des animaux, ici ce sera en l'occurrence des ânes, comme moyen de désherbage naturel, éliminant ainsi le recours à des machines mécaniques, et contribue également à diminuer les émissions des gaz à effet de serre et à réduire l'impact environnemental. La commune souhaite confier cette gestion d'éco-pâturage à des entreprises externes et établir un partenariat avec la ferme équestre de la Forge basée à Étueffont.
La présente convention, qui s'étend sur un an, signée entre les deux parties, dans un premier temps, les copâturages autour des ateliers municipaux. Ce partenariat s'appuie sur une collaboration sans coût financier. Donc, quelques précisions là-dessus. Donc, cette première année, on va essayer, donc on a ouvert à l'éco-pâturage le terrain qui se situe derrière les ateliers municipaux pour faire un test. L'idée, c'est ensuite de faire ça, de mettre des ânes éventuellement au fort, au parc du Mont et sur l'arrière du terrain de foot, la partie qui est en végétation le long des habitations, de faire de l'éco-pâturage là-dedans. Les 3 endroits là, les 4 endroits là, c'était des endroits qu'on a, avec la ferme équestre, on a trouvé comme étant propices à ce genre de tonte. Voilà. Donc là, pour l'instant, pour une première année, on commence par le... Ça fait du bruit, les ânes. Des moutons, ce serait mieux. L'avantage, par rapport aux moutons, l'âne en fait, mange plus. Voilà. Il mange tout. Voilà, c'est ça surtout. Et c'est moins contraignant que les moutons. Les résidus sont un peu plus imposants. Il n'y a pas d'obligation de Ici, ça, c'est la ferme. C'est la ferme qui s'en occupe. Voilà, donc c'est une opération qui est totalement transparente pour nous. Et ils tournent sur les différents secteurs. Là, pour l'instant, donc cette année, ça sera uniquement là-bas. Le parc sera divisé en 2. Donc ils vont séjourner en moyenne une fois au printemps, peut-être une fois en été selon s'il pleut beaucoup ou pas, et une fois en automne, une période en automne. Et l'idée, c'est l'idée pour eux, ce qui les intéresse éventuellement, c'est d'en mettre au fort l'année prochaine, qui pour eux se prête beaucoup aux ânes, et de faire partir des balades avec des ânes à partir du fort. Ça, c'est l'idée qu'ils ont en tête actuellement. Voilà. Donc il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention susvisée et d'autoriser monsieur le maire à signer. Qui est des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vote à l'unanimité. Délibération suivante, 25-03-03, convention entre la commune d'Essert et la ville de Belfort relative à la vidéoprotection. Vidéoprotection, pardon. Je suis fatigué. La convention autorisant le visionnage par le centre opérationnel de commandement et de supervision de la ville de Belfort des images transmises par les 3 caméras installées sur la commune. Il y en a une devant la mairie et 2 dans la ZAC du port, arrive à échéance et il s'agit de les renouveler. Je rappelle par contre qu'il y a une 4e caméra qui circule de manière temporaire dans la commune actuellement. Elle est actuellement implantée à l'éco-point de la rue de Balénamuc. On a rencontré énormément de problèmes d'incivilité et donc on a une caméra qui est là-bas pour à peu près 6 mois. Et cette caméra, elle est normalement sera ensuite déplacée sur d'autres éco-points de la commune pour enrayer un peu les incivilités. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention susvisée et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. La délibération 25-03-04, c'est la convention d'adhésion au service de remplacement et du centre de gestion de la fonction publique territoriale. C'est un service qu'on n'a pas beaucoup utilisé, compte tenu du surcoût que ça représente pour l'agent recruté. Pour le moment, on n'a pas forcément eu besoin, et en plus, le jour où on en a besoin, ils n'ont pas forcément à disposition le personnel utile. Il n'empêche que si on veut avoir l'occasion de les solliciter, il faut que la convention soit signée.
Donc vous avez vu qu'au niveau du frais de gestion, le centre de gestion prélève 8,5% du salaire sur l'agent qui est recruté, ce qui est quand même relativement important par rapport à l'usage qui en est fait. Donc il faut vraiment que ce soit fait dans le cadre des urgences ou des nécessités. Mais il n'empêche qu'on vous demande de renouveler la convention. Donc il vous est demandé d'adopter la présente délibération et de m'autoriser à signer tous les documents surapportants, et notamment la convention d'adhésion avec le centre de gestion annexée à la présente délibération. Donc là, pour le moment, cette année, en 2024, on n'a eu aucune utilisation, en 2023 non plus. Voilà, les seuls personnels qui sont le plus souvent disponibles, c'est les agents d'accueil. Pour ce qui est du reste, il y a peu de disponibilité en ce qui concerne l'animation et éventuellement le multi-accueil, où c'est du personnel spécialisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Voilà, la délibération 25-03-05, création de poste. Donc là, vu l'arrêté, le principal, vu l'arrêté numéro 2024-132 portant liste d'aptitude au titre de la promotion interne au grade de rédacteur, établi par le centre de gestion du territoire de Belfort. Donc là, les lignes directrices de gestion qui avaient été établies à compter du 1-01-2023, on avait trois personnes qui étaient éventuellement promouvables. Sur la totalité des examens qui ont été passés par le centre de gestion, il n'y en a qu'une qui a été reçue comme rédacteur. Donc on va vous proposer de créer ce poste puisqu'il n'existe pas au niveau de la commune. Donc c'est un agent administratif. Voilà, donc il vous est demandé de créer un poste responsable de l'urbanisme, de la voirie et des élections, un poste de rédacteur de catégorie B à 35 heures à partir du 1-04-2025. Les crédits nécessaires seront bien sûr inscrits au budget primitif. Et il vous est demandé de m'autoriser à créer le poste tel que décrit sur le tableau ci-dessus. Donc vous savez, pour ceux qui fréquentent la mairie, vous savez de qui on parle, puisqu'on n'a qu'une responsable d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, la promotion a été gérée bien sûr par le centre de gestion qui répertorie la totalité des carrières des agents de la fonction publique. Des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Par contre, dans le cadre de cette étude, la délibération 25-03-06, suppression de postes. Donc à l'étude des différents postes, on s'est aperçu qu'il nous restait 12 postes qui étaient vacants dans la commune, dont on n'avait pas l'usage. Pour écrémer un petit peu tout ça, il a été décidé d'en supprimer un certain nombre. 10. Donc vous avez eu dans votre note de synthèse la totalité des postes qui étaient supprimés. Donc notamment des postes d'ATSEM qui étaient créés à 32h50, 28h50, 32h25, 32h30. Voilà, qui ont été créés. Vous avez les dates de création qui s'étalent entre 2008 et 2022. Les agents administratifs de 24 heures, donc c'est tous des postes qui ne sont pas fournis. Il nous en restera 2 qui vont rester vacants dans la commune. Et ça permettra notamment en cas de recrutement, d'avoir un avis du conseil municipal sur le recrutement qui va être effectué. Donc on garde les postes d'urgence. Donc il vous est demandé de supprimer les postes tels que décrits dans le tableau ci-dessus et de modifier le tableau des emplois et des effectifs. Donc tous ces postes seront supprimés. Il nous en restera 2. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Indemnité forfaitaire pour le nettoyage du logis d'amitié. Donc vous savez que le logis d'amitié est loué pour quelques manifestations où il s'est trouvé que l'indemnité qui est forfaitaire de nettoyage était fixée jusqu'à présent à 75 €. Dernièrement, on a eu une location qui nous a laissé le logis dans une situation un petit peu difficile où on a été obligé de mettre du personnel pour le nettoyer. Donc il vous est simplement proposé de fixer l'indemnité forfaitaire maintenant à 100 € au lieu de 75 €. Quand l'état des lieux ne nous permet pas d'utiliser le logis juste après la location ou après le week-end. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la réévaluation du montant de l'indemnité forfaitaire à la charge des locataires du logis d'amitié qui n'auraient pas restitué ce bien communal en état de propreté satisfaisant.
C'est vous dire qu'il y en avait partout. Et j'ai fixé le montant de l'indemnité forfaitaire à 100 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et la délibération 25-03-08, c'est la convention relative à l'organisation conjointe de la projection du film Sheila dans le cadre du prix public Les Yeux d'Or 2025. Donc la convention a pour objet de définir les modalités de l'organisation conjointe par le département et la commune de la projection du film Sheila le vendredi 21 mars 2025 à 20 h dans le cadre du prix du public Les Yeux d'Or. La commune met à disposition du département la salle du logis L'Amitié pour permettre le déroulement de la projection. Donc il vous est demandé d'approuver les termes de la convention susvisée et de m'autoriser à la signer. Des questions en ce qui concerne cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et bien maintenant, les délibérations sont terminées. Nous allons passer aux informations diverses. Donc la première information, nous avons, dans le cadre du déplacement du multi-accueil, demandé à la caisse d'allocation familiale de bien vouloir prendre en compte la démolition avant même l'examen d'un budget ou la proposition d'une structure. Donc la caisse d'allocation familiale nous a donné l'autorisation d'entamer les travaux. Ça veut dire que la démolition sera prise en compte dans le budget qui sera demandé. On m'a demandé de vous signaler également qu'il y aura le balayage de la commune début de semaine prochaine, les 24, 25, je me suis trompé, 24, 25 et 26 mars. Donc sur 3 jours, ça va s'étaler sur 3 jours, la mise en propreté de la commune avec la société de balayage. Troisième information, les différents rapports d'activité seront transmis après le vote du conseil communautaire. Donc là, le conseil communautaire se réunira fin du mois. Donc là, dès que les rapports seront approuvés par le conseil communautaire, ils vous seront communiqués. Il y aura le rapport d'activité du Grand Belfort, le rapport d'activité des gardes champêtres et le rapport du Certride. De telle façon à ce qu'on puisse éventuellement en discuter lors d'un prochain conseil. Et là, on va passer à la décision du tribunal sur la modification du PLU. Et donc je pense que vous savez que le propriétaire de la zone des Grelots avait entamé une procédure contre la commune qui avait décidé de déclasser la zone de 1 AU en 2 AU. Il y a eu une première instance qui avait rejeté sa demande. Ils avaient regardé ce qui avait été fait sur le fond et n'avaient pas jugé anormal le déclassement. Donc il y a eu un appel, et en appel, le tribunal a regardé plus la forme qui avait été utilisée, c'est-à-dire une procédure simplifiée. Et en fait, le déclassement qui avait pour effet de diminuer le nombre les possibilités de construire sur la commune ne pouvait pas être fait par une procédure simplifiée. Donc il aurait fallu faire une modification formelle du PLU en utilisant la consultation, etc. Une procédure standard. Donc la commune a été condamnée à verser 2 000 € au propriétaire, et la zone des Grelots est à nouveau passée en 1 AU, c'est-à-dire une zone urbanisable à court terme. Donc on va prochainement réunir l'ensemble des élus semaine prochaine pour avoir une réflexion globale sur le PLU et ce qu'on envisagera de faire à l'avenir. Donc en réalité, la modification simplifiée telle qu'elle a été utilisée, vous avez les champs d'application qui sont là, avec des majorations. En aucun cas, le déclassement d'une zone complète n'est d'actualité. En rencontrant les gens du secteur du Grelot, visiblement, la préfecture avait validé l'usage de cette modification simplifiée, ce que le tribunal n'a pas jugé bon. Donc le tribunal ne s'est pas posé la question de savoir si au niveau de la commune, ça changeait visiblement le fond de l'urbanisation de la commune. Il s'est contenté de dire que la forme n'était pas bonne. Et il a arrêté là sa réflexion. Donc le tribunal nous a donné tort à la commune, le tribunal a condamné la commune à 2 000 € et on se retrouve dans la situation précédente du territoire en 1 AU.
Donc là, on fera une réunion du conseil municipal, mais pas une réunion publique, pour décider de l'avenir de l'urbanisme ou du PLU ou de l'urbanisme sur la commune, avec tous les éléments qui sont en notre possession, de façon à ce qu'on puisse prendre une décision. Et on a eu une communication du secteur des Grelots qui a demandé à ce qu'on fasse une réunion publique sur le sujet. Donc quand le conseil municipal aura validé une optique, on fera une réunion publique pour expliquer la totalité des critères qui ont été retenus. Donc on aura l'occasion d'en discuter tous ensemble. Delphine ? Oui. Donc, nous avons rencontré Madame Tanzi, donc c'est la DAZEN, la directrice des services académiques, Madame Tanzi. Donc, il nous a confirmé la fermeture de deux classes, l'une en maternelle, à la maternelle Cousteau, de façon certaine, étant donné que les chiffres pour la rentrée scolaire sont de 50 enfants. Ce qui fait, si on a 3 classes, ça fait une moyenne de 16,66 enfants par classe, donc ce qui n'est pas possible. Donc il y aura effectivement fermeture avec donc 2 classes de 25. Et ensuite également une fermeture sur la primaire Tazieff. Bon, voilà. Alors si donc l'annonce va être faite là courant fin mars, et il y aura peut-être une réflexion qui va être menée vers la mi-juin. Peut-être aurons-nous la chance de garder la classe sur la primaire Tazieff, mais nous ne le saurons que le 15 juin. À savoir que donc, Madame Tanzi doit rendre 4 postes au ministère, et elle a réussi à récupérer 17 postes, je crois que c'est 17, sur 15 postes sur l'ensemble du territoire, du fait de classes très peu chargées. Et donc avec ces 15 postes, elle crée de nouveaux postes, non pas d'enseignants, mais 6 postes de remplaçants, 4 postes de formateurs, un poste pour le RAZ, un poste par exemple pour être un formateur handicap. Voilà. Et donc elle a des objectifs de création de postes. Et elle verra ensuite si elle redonne certains postes à certaines communes. Donc nous, on saura le 15 juin si on garde notre classe à Tazieff. Voilà. Donc, point d'interrogation pour Tazieff, on croise les doigts. Donc en réalité, au niveau de la commune d'Essert, on est considéré comme une commune favorisée. Oui. Donc ça veut dire qu'on a la référence pour les communes de ce type-là, c'est de 25 élèves par classe. Voilà. Plus ou moins 2, voilà. Donc on peut aller jusqu'à 27 élèves. Si on, voilà. Et donc là, vous avez pu constater que sur la maternelle Cousteau, entre cette rentrée 2024 et la rentrée 2025, on va perdre 15 enfants. Voilà. Donc il faudrait qu'on en récupère une quinzaine pour réussir à avoir une classe supplémentaire, autrement nous ne serons pas dans les créneaux. C'est pour ça que dans le cadre de la DAZEN, la discussion elle n'a pas vraiment eu lieu en ce qui concernait la maternelle Cousteau. Et les enseignants ont acté aussi cette décision qui leur paraissait pas légitime. Ils auraient préféré rester à 3, mais qui leur paraissait peu discutable. Voilà. En ce qui concerne Tazieff, on se retrouve avec une diminution. Si on reste sur 6 classes, c'est 20, donc on est en dessous de notre potentiel. Et si on passe à 5, on est à 24. Donc par contre, la DAZEN, comme d'habitude, ils sont un peu en avance, et ça veut dire qu'ils prennent la décision avant que les inscriptions scolaires soient faites. Donc les inscriptions scolaires, on les aura pour la fin avril. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc au mois de juin, on saura le nombre d'enfants qui sont inscrits avec éventuellement 1 ou 2 supplémentaires pendant les vacances. Là, pour le moment, on en est à ce stade-là. Au niveau des ASEM, ça a une incidence ou... Non, parce qu'on a 4 ASEM qui sont titulaires. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de rester à 4 ASEM et de ne pas titulariser une 5e pour cette raison-là. Donc, bon. Et donc en réalité, Cousteau ce sera un peu plus facile sur Cousteau puisqu'ils auront 2 ATSEM pour 2 classes, alors que là ils avaient 2 ATSEM pour 3 classes. Donc je pense qu'ils sont ou à Tazieff ou à Cousteau, ils sont plutôt bien lotis en ce qui concerne
le personnel municipal. Oui, d'autant que ce sont des personnels titulaires, donc des gens qui sont de qualité. Une autre information également, donc ça va être pour notre prochain budget, ça va être le tarif du CLSH. Les tarifs du CLSH, ils avaient été révisés en 2023 pour la rentrée. Entre-temps, on se retrouve avec une augmentation relativement conséquente au niveau des frais de restauration. Donc le frais de restauration, le prix moyen du repas avait été fixé à 3,53. Vous avez ici les tarifs qui sont appliqués au niveau du centre de loisirs en ce qui concerne la restauration. À l'heure actuelle, vous savez bien qu'aucun service n'est, dans le cadre de cette optique enfance, aucun service n'est rentable. Donc ici, vous avez le reste à charge au niveau de la commune. Vous voyez qu'il reste un peu près stable puisque l'évolution des participations et l'évolution du coût sont similaires. Ils suivent à peu près une même pente. Donc notre coût était à 220 000 en 2021, il est à 209 000 le reste à charge pour la commune au niveau du centre de loisirs. Il n'empêche qu'au niveau de la restauration, on avait un tarif qui était à 3,35 en moyenne avec les repas. Là, il est passé à 4 € du repas en moyenne. De 3,53, on est passé à 4 €, ce qui nous fait presque 13% d'augmentation. Il n'empêche que les prix du repas sont relativement... Les prix du repas sont quand même, les prix des repas des restaurations scolaires sont quand même relativement conséquents pour les parents. Vous les avez ici à 5,20 pour la période du midi. La question qu'on pose ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les augmentations? Est-ce que la commune accepte de les prendre en charge? On en répercute une partie sur les parents, on répercute la totalité du coût de la restauration, puisqu'en réalité, c'est des achats extérieurs de la commune. Ce n'est pas des prestations internes. Donc nous, on paye 4 € du repas, en moyenne. Donc la proposition qui est faite est de répercuter 0,25 sur les parents. Voilà. Et donc là, on a la moitié, ouais. Voilà. On a fait un petit calcul sur la totalité des heures qui ont été facturées aux parents. Il y a 108 474 heures sur la totalité de l'année. Sur le budget, ça nous représente un reste à charge de 1,94 € par heure. Là, le principe qu'on avait adopté, c'était 1,58 € et 1 € au moment des repas. Donc là, on a deux critères qui rentrent en ligne de compte dans la restauration scolaire, à la fois la fourniture du matériel, la fourniture de l'alimentaire, et en plus le personnel qui est en place. Donc là, ce qu'on vous demande ce soir, c'est de savoir quelle est votre optique là-dessus, savoir si on répercute une partie, si on reste comme ça, si la commune accepte de prendre en charge, compte tenu de la situation, la partie qui reste à sa charge. Le débat est ouvert. En moyenne, ça représenterait combien par mois en plus pour les parents? Est-ce qu'on le sait à la louche? À la louche, les parents, si on ne change rien, les parents, ceux qui étaient à 5,20, ils vont passer à 47 centimes de plus, donc ils vont se retrouver à 5,60 et les plus grands vont se retrouver à 6,50, donc 50 centimes de plus par repas et par jour. Voilà. Donc ça fait quand même, on n'a pas révisé l'année dernière la restauration scolaire, et c'est vrai que cette année, vous avez vu que l'année dernière, l'augmentation était relativement raisonnable. Avec l'inflation, on se retrouve cette année avec une augmentation de 10%, puisqu'on est passé de 3,53 à 4 € en moyenne. Donc la proposition qui est éventuellement faite, c'est d'en répercuter que la moitié du coût de l'alimentation et de rester comme ça au niveau des charges de personnel. Du coup, dans le tableau prévisionnel pour le coût de la commune, si on reprend en 2025, ça donnerait 200... Combien ça a été calculé? Là, pour le moment, 2020, ça veut dire que la restauration scolaire est passée à 4 € à partir de la rentrée 2024. Donc ça veut dire que là, on a payé 3 mois au niveau de la restauration scolaire à ce tarif-là. Et si on décide d'une augmentation, de toutes les façons, on ne va pas la répercuter immédiatement, c'est-à-dire qu'on avertira les parents que l'augmentation va se passer au niveau de la rentrée 2025. Donc en sachant qu'on aura de nouveau une augmentation tarifaire au niveau des châteaux d'Uzel, à la rentrée au mois de septembre, on aura de nouveau une augmentation. Il ne me paraît pas souhaitable de conserver le tarif tel qu'il a été donné à 3,53 compte tenu des augmentations successives qu'on va avoir. Donc il faut qu'on fasse une répercussion au niveau de la restauration, à mon avis. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux augmenter une fois clairement plutôt que
petit à Bah, petit. le problème après, c'est de ne pas réaugmenter clairement, c'est de se dire que tous les ans, il faudrait réviser le tarif plutôt que d'attendre 2 ans. Donc l'année dernière, l'augmentation était raisonnable avec 3%, la commune a pris en charge et les coûts ont été en partie partagés. Et vous avez vu que notre effort n'augmente pas. Par contre, là, on va se retrouver avec une année complète avec 4 euros du repas. Donc on va se retrouver sur les 9 mois, plus après, à la restauration, la nouvelle augmentation. Donc il serait souhaitable quand même de faire une petite révision, au moins cette année, de la moitié de l'augmentation. D'autant que cette année, on va réviser, enfin, on renégocie nos contrats, on est obligé. Donc on ne sait pas avec quel organisme on va travailler l'année prochaine. Et certainement, ils vont en plus augmenter leurs tarifs largement plus. Donc forcément, il y aura une grosse augmentation l'année prochaine. Anticiper davantage l'augmentation plutôt que de faire... Bah, disons que le problème, c'est que ça fait un choc relativement important. Parce que là, ça fait déjà 13% d'augmentation rien que sur le prix du repas. Si on anticipe à la rentrée scolaire, à la rentrée prochaine, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en compte l'augmentation qui va avoir lieu au mois de septembre. Ou alors on fait la totalité, mais ça veut dire que chaque repas va coûter 47 centimes de plus. Ou on répercute la totalité de l'augmentation, en sachant que l'année prochaine, on aura de nouveau une petite augmentation. C'est délicat d'anticiper une augmentation. Non, on n'anticipe pas l'augmentation, mais ça veut dire que dans ce cadre-là, si on n'augmente que de la moitié, on sait pertinemment que l'année prochaine, la part communale va encore augmenter. Ou alors la décision, c'est de dire on met la totalité des 4 euros pour la totalité de l'année prochaine, en sachant que la commune aura à participer à l'élaboration des repas. En termes de personnel, il n'y a pas d'impact particulier, parce que bon, par exemple, nous sur Provence, on a beaucoup d'emplois aidés, et les emplois aidés, c'est fini pour les communes sur ce type de... Ah ben là, pour le moment, nous, on n'a pas d'apprentis, on n'a que des contractuels là-bas. Hein. Voilà. Non, il y a l'ANA. Il y a Non, il n'y a pas de décompte. La moitié Sur centre de... Qui c'est qu'on a un apprenti, un Oui, et puis l'ANA, en contrat de projet, 2. En quoi L'ANA, elle n'est pas là. Vous n'avez pas d'emploi aidé? Non, on n'a pas d'emploi aidé. Ah non. Mais on a des titulaires, hein, Oui. des personnes titulaires, des contractuels. On n'a pas d'emploi aidé, non, pas du tout, non. Je vois par exemple, nous, en termes de... On a beaucoup d'emplois aidés, donc ça va nous changer par exemple la donne. Nous, ça va changer la donne, et puis visiblement, la dernière fois qu'on avait vu le maire, il avait l'impression qu'il fallait quand même qu'il y ait un personnel qui soit un peu plus stable pour avoir un fonctionnement qui soit correct. C'est un peu ce qu'on a au niveau de la commune, Oui, même si nous, là, on a plus de problèmes de locaux que de problèmes de fonctionnement. On prend les locaux. Donc, votre proposition? Moitié, puis chaque année réévaluer. On ne peut pas faire une révision chaque année? On peut réviser chaque année? On peut faire une révision chaque année. Même au mois de septembre, là, peut-être? Au mois de septembre, non, parce que là, si on prend la décision, on va l'intégrer dans le budget, mais l'avertissement des parents, ce sera pour l'année prochaine. Là, on avertit et ça va être en septembre. Oui, ça sera pour l'année. La répercussion se fera en septembre. D'accord, oui. Il faut faire une lien avec le sous. Donc on peut parfaitement décider de répercuter la totalité du prix du repas et de faire une révision annuelle en fonction des coûts de la structure. Donc on prend la moitié des frais. Cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, oui. Ok. Donc on prend la moitié. on augmente de 23 centimes. On prend à charge la moitié. On augmente de 23 25. centimes, 25 centimes. On répercute 25 centimes. Donc ce sera intégré dans notre budget primitif. Entendu. Merci. Et là, on passe un petit coup de boirie. Tu te tatoues? Je sais, son projet. C'est pas prévu. C'est quoi? C'est un choix de la C'est mouché. C'est pas grave.
C'est jamais. C'est toujours subventionné. On va peut-être pas discuter du chien aussi. Non, il ne veut pas partir. Tu ne peux pas tirer l'écran, il ne faut pas que tu tires l'écran sur le côté. Non. Le chien veut qu'on pense à lui, en fait. Je vais passer par cette application, non? Ben, je le fais, mais il ne prépare pas. Ça, il est passé. Sur un 2-3, ça. Hein? J'ai que le chien. C'est là qu'il ne veut plus prendre le mien non plus, on serait mal. Ouais, non, J'ai un problème de micro ce soir. Ça va venir. Sophie Pomarazzato. Oui, c'est ça. Ça n'existe plus, ça? Je ne peux plus. Je crois que t'as besoin de tes trucs là. Comment? Tu t'es costaud, je crois que j'ai besoin de toi. Ah, regarde. Ah bah, c'est caché quelque part. Vous avez pas de toi. Donc ça, c'est l'état actuel de la rue de l'Arc de Tassigny avec... c'est la configuration actuelle, la première image que vous avez. Ensuite, là, c'est une deuxième. Ça, c'est le rond-point. Et là, c'est les la solution 1 qu'on vous a déjà proposée. Donc, c'est le plateau un peu plus haut dans la rue et sur la partie basse, c'est l'écluse. Donc là, les travaux, pour un montant de 35 850 €, plus main-d'œuvre 4 543 €, un total donc de 41 293 €. Ensuite, il y a la solution 2, c'est toujours le plateau sur la partie haute de la rue, avec un réaménagement du rond-point, avec un décalage du rond-point de la partie centrale, décalage à peu près de 3 mètres, en gros. Cette solution-là, en coût de travaux, on est à 131 664. Maîtrise d'œuvre 10 270, un total de 141 934 €. Troisième solution, le plateau, toujours dans la partie haute, avec une modification, avec une suppression du rond-point à la sortie de la rue Vinet, et avec un plateau surélevé avec des feux. Donc, cette solution-là, c'est la plus chère. Donc on est à 212 794 € de travaux, 19 832 € de maîtrise d'œuvre, donc un montant total de 232 626. Ça, c'est les 3 solutions. Donc il y a eu 3 solutions qui ont été proposées par le cabinet d'études, voilà, et qui avaient été validées par le conseil départemental, puisque la sécurité dépend de la commune, mais la route appartient, la voirie appartient au département, donc il ne s'était pas opposé à aucune des participations, en sachant que la double écluse est un peu moins favorable compte tenu de la circulation. Ça a tendance, sur des circulations qui sont pas très denses, à avoir une accélération pour le passage des écluses. On a eu une proposition éventuellement beaucoup plus simple, c'est-à-dire de carrément mettre un stop au niveau du rond-point sur le bas de la rue de l'Âtre, en disant on va mettre un stop pour que les gens soient obligés en principe de s'arrêter s'ils en ont vraiment envie, mais techniquement c'est une obligation pour eux. Et on a eu de la part d'un de nos conseillers une proposition de faire la rue de l'Âtre en sens unique. Donc je vais vous l'expliquer un peu. Donc c'est Jean-Pierre Spadone qui propose cette solution, qui consiste à mettre la rue de l'Âtre en sens unique, il n'y a pas que. Donc lui, la rue de l'Âtre, dans le sens descendant, il prévoit de la mettre en sens unique, pour plus de sécurité, une rue plus étroite et des trottoirs plus larges. Et il veut, donc, dans son idée,
dans son idée, la rue Vinet en sens unique dans le sens montant. Pour lui, la rue est déjà en partie aménagée et ça permettrait de supprimer le rond-point en bas. La rue du Château serait l'artère, donc qui deviendrait l'artère principale de passage des voitures. Donc là, il faut créer. Donc je vous déroule la proposition. Donc trottoir, espace vert, eau pluviale et assainissement. Donc tout ça est à faire. C'est lui qui. Je reprends ce qu'il a noté. Au niveau de la sortie sur la RD, sur la rue du Général de Gaulle, il prévoit de mettre 1 voire 2 ronds-points au débouché de la rue, avec donc pour plus de sécurité à l'accès de la future Trèche, parking bus et commerce. Et au niveau du carrefour, donc pour lui, donc M. Spadone pense que le carrefour, donc 6 rue Faux, sera simplifié parce qu'il n'y a plus que des gens qui rentreront dans la rue et plus personne qui sortira sur la rue du Général de Gaulle. Donc cette solution-là, je l'ai transmise au service, à la direction départementale des routes et de la mobilité. Donc ils m'ont répondu et que je soulevais 3 principales problématiques. C'est le déneigement. Il faut savoir que le département assurera uniquement le déneigement de la rue de l'Âtre et les autres rues resteront de la compétence de la commune. Donc il faudra ensuite que la commune s'assure que la partie donc, communale, que le déneigement se fasse dans les heures où le département déneige. 4h du matin, 21h du soir. En gros. Sachant qu'il y a la réchauffement voilà. climatique. Au niveau de la création du giratoire, le département donc, nous dit qu'on devra intégrer le dimensionnement pour le passage du transport exceptionnel de catégorie 3. Catégorie 3, c'est autour de 20 mètres de circonférence de rond-point. Et donc la question qu'il se pose, c'est avez-vous les emprises foncières nécessaires à la réalisation d'un voire 2 ronds-points, sachant que dans cette rue-là, dans la rue, donc on va dans la rue du Château, qui va déboucher, on va avoir un passage à peu près de 2500 voitures jour. Camions en transit qui passeront toujours. Les véhicules, les utilitaires, en fait, ça fait à peu près 2500 voitures jour. Non, il faut les tourner à la vie. Et ensuite, troisième grosse problématique, c'est les voies communales sont-elles dimensionnées pour supporter le transfert de trafic? Donc c'était la question qui se sont posées, notamment le calibrage des chaussées communales. Donc aujourd'hui, les chaussées communales ne sont pas calibrées pour accueillir autant de voitures. Ça veut dire qu'il faudra décaisser les routes, calibrer pour le nombre de... Voilà. Et, par contre, il ne s'oppose pas à cette création, le département. C'est libre, c'est au maire de prendre la décision, enfin au conseil municipal de prendre la décision. C'est une décision communale, c'est ça. Eux, ils donnent les prérogatives et après, vous faites ce qu'on veut avec. Monsieur Spadone n'est pas là ce soir, mais compte tenu du fait qu'il l'a proposé et qu'il souhaitait que ce soit présenté, ça vous a été présenté. Voilà. Il a le mérite de proposer quelque chose, cela dit. Voilà. Le seul avantage de sa proposition, c'est que ça simplifiait la sortie de la rue Léris. Voilà. Où on rentrait d'un côté et on sortait de l'autre côté avec une circulation qui était toujours dans le même sens, parce que la sortie n'en est pas facile. Voilà. Pour ce qui est du reste, je suis plus que réservé sur l'attitude des gens du lotissement du château et des nécessités qui vont avoir lieu par rapport au devis qu'on a déjà eu sur cette réalisation. Donc par contre là, vous savez que la dernière fois on a voté une délibération parce qu'au niveau de la DETR, on était censé faire une demande de subvention. La demande de subvention a été faite avec la solution la plus chère. Là ce soir, ce qu'on souhaiterait, c'est inscrire au niveau de notre budget, ou du moins nous préparer pour les travaux à exécuter la solution qui sera choisie pour le conseil municipal. En fait, on a 3 véritables solutions, la première, la deuxième et la troisième. Voilà.
Donc la première solution qui est la moins chère, c'est un plateau et 2 écluses. La deuxième solution qui pourrait ralentir la circulation mais la laisser relativement fluide, c'est la réalisation du rond-point. Ça nous coûte un peu plus cher, grosso modo 3 fois plus cher que simplement de faire les 2 écluses. Mais ça permettrait d'avoir un rond-point qui soit un peu plus adapté avec un ralentissement de la circulation, que ce soit dans l'arrivée sur Bavilliers, depuis Bavilliers, ou sur la descente de la rue de l'Âtre. Voilà. Et le dernier, donc là on vous avait transmis la réponse pour le feu préférentiel qui en termes d'entretien n'était pas si exagéré que ça, en sachant par contre que Bavilliers, eux, ont choisi de supprimer leur feu pour faire un rond-point. Voilà, donc on se retrouve confronté à cette situation-là. Donc on souhaiterait savoir quelle va être la disposition du conseil municipal et sur quel produit ou sur quel projet on va se lancer définitivement. On peut revoir le premier. Voilà. Donc ça veut dire que là, le plateau, de toutes les façons, il est exactement au même, dans les 3 solutions, il est exactement au même endroit. Ça permet de ralentir la circulation juste après la partie haute, de telle façon à ce que les gens, éventuellement puissent traverser la route, et 2, puissent sortir des propriétés sans se retrouver et avoir une vitesse qui soit excessive de ce côté-là. La maison qui est sur la gauche, pour ceux qui connaissent, c'est M. Baudry. Le plateau, il se situe à peu près, parce que quand on est sur la Bosse, quand on redescend, il est 40 mètres après. Ah oui, tiens, on peut le situer là-dessus. Voilà, il est là. Il est là. Où là? Je connais la maison. Il est là. Le plateau est là. Ok. Et l'autre? Et l'autre, il est là et là. Ok. Très proche, quoi. Comme ça. Très proche du. En fait, c'est les deux seuls endroits. Ben oui, il faut qu'il y ait à la fois de la visibilité et qu'on ne soit pas trop loin. Parce que là, le plateau, aujourd'hui, si on à 40 mètres, on n'est pas bon. Il faut 50 mètres après la Bosse. Donc ça, si on va étudier, il y a encore... Donc, dans la première solution, le rond-point, il n'est pas du tout changé. Il n'est pas du tout modifié. Le rond-point, justement, dans la première solution, le rond-point, on n'y touche pas. Et ils viennent toujours vite sur le rond-point. Et 2 mètres. S'il y a le bateau Il y a le bateau avant. Et 2 mètres à stop, la 2 mètres à stop. Le stop, quand j'ai posé la question à Madame Scrabal, elle me dit quand les voitures viennent de Bavilliers, ils ont une telle visibilité sur la rue sur la rue Vinet que le stop ne sera pas forcément marqué. Donc ça crée partout où on a ce genre de stop, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. On crée plus d'insécurité. Oui. Parce que les voitures ne s'arrêtent pas. Elle m'a dit vous ne pouvez pas mettre un gendarme, un policier. Il faut mettre un radar. Tout le temps là. Et un radar, on ne pourra pas en mettre un parce qu'on est trop proche de l'entrée de la commune. Mais Alain, le stop de Bavilliers vers Essert ne pose pas problème parce que de toute façon, ils ont priorité par rapport à ceux qui descendent de la rue Vinet. Le stop, c'est le stop, je veux dire, même s'ils ont incédé le passage... On ne peut pas faire les deux. Oui, mais le stop, on pourrait mettre un stop dans la descente de Tassigny, mais seulement là. Non. Pas en remontant, il n'y a pas besoin. En fait, l'intérêt, c'est de stopper les gens qui descendent de la rue de l'Âtre et qui arrivent sur le rond-point. C'est ceux-là qui sont dangereux. Le problème, c'est que si on ne modifie pas le rond-point, vous n'aurez pas de ralentissement de la circulation. Mais les autres? Mais on ne peut pas accentuer plus long le rond-point, quand je parlais pas tous en même temps. Sur la modif du rond-point qui est proposé là, pour ceux qui descendent de la rue de l'Âtre, on ne peut pas encore accentuer l'angle pour forcer encore plus non, un ralentissement. Franchement, parce que là, on n'a pas il est très marqué en réalité. Non, sur le plan, ça sur le plan, ça ne donne pas, mais il est complètement décalé par rapport au rond-point actuel. Oui. Il est décalé. Là où aujourd'hui on est à la rue, on est en voiture dans le sens montant, le rond-point sera à ce niveau-là. Et si on fait il sera complètement décalé, il sera décalé du rond-point. Donc, on est sûr que ça va vraiment faire ralentir les gens qui descendent. On ne peut pas faire autrement, vous ne pouvez pas passer vite. Oui. Bon. Parce que là, en plus, il y a des bordures de 20 cm de haut. Les chicanes, tout le monde va vouloir passer, il n'y en a jamais un qui va respecter. Vous serez obligé de ralentir. C'est bien le problème de la chicane, quand il n'y a pas assez de circulation. Et dans un cas comme celui-là,
Dans le cas de la rue de l'Âtre, le problème du cas de la rue de l'Âtre, c'est qu'on a une circulation qui est, j'allais dire, alternée, c'est-à-dire que vous avez une grosse circulation le matin quand les gens vont aller travailler et le soir quand ils vont rentrer. Les croisements ne sont pas si importants que ça. Donc ça veut dire que le flot de circulation va être toujours pratiquement dans le même sens. C'est pour ça que la double écluse, on risque d'avoir une accélération avec des gens qui vont essayer de passer dans cet espace-là. Voilà. Et le rond-point, alors la seule façon d'augmenter le rond-point, c'est éventuellement d'empiéter sur cette partie-là. Mais là, quand vous regardez le décalage du rond-point, le rond-point il a déjà été considérablement diminué en termes de surface ici à l'intérieur. Et puis vous vous retrouvez avec un axe ici pour réussir à reprendre le rond-point. Ça va être un peu plus compliqué en gardant de la vitesse. Hein. Il y a des véhicules lourds qui passent là. Les véhicules d'approvisionnement, mais en principe les poids lourds ne sont pas autorisés à passer. Simplement il faut les véhicules de secours. Et les véhicules de secours, on est censé leur assurer la possibilité. C'est pour ça que le cabinet BEJ a consulté le département pour avoir l'aval du département sur les solutions qui sont proposées. N'empêche qu'ils ont quand même proposé la solution numéro 1. C'était la solution initiale. Ils ont accepté la proposition numéro 1 en nous mettant en garde justement sur ce problème de flux de circulation qui n'était pas suffisant pour avoir un vrai ralentissement avant d'arriver au rond-point. Donc si on ne ralentit pas les voitures avant le rond-point, ils vont arriver sur le rond-point en bas à la même vitesse que ce qu'ils arrivent maintenant. Il faut le modifier. Voilà. Donc ça veut dire que le rond-point, la modification du rond-point, à mon avis, me paraît intéressante. Et ça ne sert à rien de faire solution 1 plus 2. Faites les voitures après. Ça veut dire rajouter les écluses après arrive à peu près à ce niveau-là. Ça fait trop. Comme ça. Oui, mais... C'est à peu près ici. Ça fait ça. Le rond-point, il sera là. En gros. C'est sûr que la 2, elle est plus efficace. Là, le trottoir va plus loin. Maintenant, la 1, elle a été proposée quand même. Quoi. Moi, la 1, je l'avais qu'il puisse essayer. Bah oui, moi j'essaierais bien. Supprimer le rond-point, mais il y a aussi. Que rien n'est irréversible. Ils mettent la 1, ils essayent pendant 5 ans. Et voilà, on voit ce qui se passe. Il y a des difficultés pour sortir de la rue. Franchement, ils donnent un délai de 5 ans. Ils viennent sur le rond-point faire demi-tour pour repartir. Ça fait Donc chier. si on leur supprime le rond-point, ça risque de leur On causer. passe par la rue du Château. Oui, après ils passeront par la rue du Château, oui, c'est vrai. Bon, ça ne représente pas beaucoup de monde, mais c'est vrai que le rond-point, il faut vraiment qu'il soit bien, faut bien casser Et puis, la ligne droite. élargir le centre du rond-point, ça rajoute rien, ça? Par rapport. Si on prend la version 2, mais que du coup, le centre du rond-point, là, Non, on ne peut pas l'élargir parce qu'après il faut un rayon. Il faut un rayon beaucoup plus grand. Il faut des passages quand même. Ou alors, si on le décale, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne sur la propriété à côté pour déplacer le rond-point. Parce qu'en fait, on a sur la RD 47, pour mettre un rond-point, il faut 15 mètres de diamètre. C'est un calcul. Et là, les 15 mètres, on les a tout juste, pile poil. Je trouve que c'est pas beaucoup, c'est pas extrêmement je doute, moi. Je me pose la question si ça va vraiment ralentir. Ils peuvent pas faire autrement. Il faut que les gens puissent traverser. Ouais, mais le plateau, il est pas remis en cause. Le plateau, le plateau, il reste en place. Il est dans les 3 solutions. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est un gros investissement de changer le rond-point, alors que la solution 1, qui est économiquement très légère. La solution la plus simple, c'est de mettre un stop. Hein. Non, mais le stop, visiblement, ça paraît pas possible. Donc, moi, je serais tenté d'aller à la 1 d'abord, les écluses. Essayer pendant 5 ans. Pendant quelques années, quoi. En plus, il n'y a pas une grosse visibilité pour la chicane, ça va être. Moi, je vois pas le chicane. Moi, j'aurais mis les 3. Les 3 Ah oui, les feux dans le rond-point. Je pense que là, ils vont me dire, ils vont tous passer par la rue du Château parce qu'il y a un C'est plus facile de rajouter les chicanes si jamais il s'avère qu'il y en a besoin que de s'amuser à faire les 3. Donc quelle est la solution Alors, Remets voir la première, s'il te plaît. donc la première, c'est J'en prends pas de sous. un plateau,
et des chicanes un peu plus bas, juste avant d'arriver sur le rond-point. Ça, c'est l'ancien. Ils vont réaccélérer dans C'est l'ancien jardin couché qui a disparu et qui était à cet endroit-là. Ils auront réaccéléré. Donc vous êtes juste en face des jardins. Bah, sortie de chicane, ils vont accélérer. Donc la sortie de chicane, le chicane est juste en face du jardin, elle se retrouverait dans ce secteur-là. Moi, ce qui me fait peur avec la chicane, c'est que ça va faire comme à Bavilliers avec la sortie de ils ont modifié. Tout le monde va passer rue du Château pour en descendant. Parce que là, ils passeront plus. Ils passeront plus. Donc ils passeront rue du Château, on va se retrouver encore à Je ne suis pas sûr qu'ils aient intérêt à passer rue du Château en venant de Chalon-Villard, mais ça fait partie des risques. Mais ils vont avoir du mal à descendre. La première solution. On peut mettre piéton et puis il passe par La chicane, elle n'apporte rien en termes de... Parce que le rond-point, il est toujours en ligne droite. Bah oui. Le rond-point restera en ligne droite si on ne le modifie pas. La solution 2, c'est le plateau toujours et la modification du rond-point de telle façon à accentuer les angles pour que la vitesse soit cassée avec un rond-point qui est diminué mais qui soit un peu plus ralentisseur. Et la dernière solution, c'est la modification avec les feux préférentiels qui nous coûtent quand même pratiquement 2 fois plus cher. De toute façon, le problème là de cette dernière solution, ça ralentit tout le monde, donc les gens qui descendent de la rue de Lattre, ils vont toujours être prioritaires par rapport à ceux qui essayent de bifurquer vers Bavilliers, ils vont toujours il y aura toujours ce conflit. Et sur la chicane, si on intervertit les chicanes, c'est-à-dire que en venant du haut, donc la chicane est très éloignée en direction de Bavilliers. Le problème après, c'est la visibilité. Ça ne marche pas sur la visibilité. Non, on est dans la cour. On a déjà des problèmes pour la situation du plateau parce que le département, Alain vous l'a dit, on est obligé de respecter une visibilité suffisante, même si on émet des panneaux 30 pour dire aux gens qu'il faut ralentir. Ils en feront bien ce qu'ils en voudront. Et par contre, c'est vrai que le plateau ralentisseur, de telle façon à garantir la sécurité des gens qui sortent sur le secteur, par rapport à la vitesse que les gens ont sur le sommet de côte, tous les riverains ont souhaité qu'il y ait justement ce plateau ralentisseur sur ce secteur-là. Qu'en pense Véloxygène? Je pense que Véloxygène, le problème de Véloxygène, c'est que tous ceux qui passent par là, de toutes les façons, à mon avis, ne prendront pas la RD pour aller jusqu'à Bavilliers. Donc la solution qui serait envisageable sur le secteur, c'est d'avoir, notamment un peu plus haut sur la rue Vinet, il y a un chemin qui part et qui arrive directement sur Bavilliers. Ce serait plutôt un secteur intéressant. Quand on fait du vélo, on passe pas par là. Non, c'est sûr. Beaucoup trop dangereux. Et coupler la solution 2 avec un radar avant le rond-point, comme il y a à la sortie des serres là-bas. Sur la descente ? Ah, les radars ETU, comme celui qu'on a à l'entrée, ils marchent bien sur des distances qui sont relativement courtes. Voilà, là, quand les gens ont pris la vitesse, on arrive à avoir des résultats. D'ailleurs, si vous êtes sur l'entrée des serres depuis Chalon-Villard, tout le monde marche à 50. Hein. Voilà, ceux qui sont passés 6 fois quand la boîte était remplie, je peux vous dire qu'ils s'en souviennent. Il y en a quelques-uns. Ceux-là, ils font très attention. Ils ont été pris 6 fois de suite. C'est vrai que c'est des outils qui sont dissuasifs, donc on ne sait jamais si c'est plein ou pas. Voilà. Alors on peut toujours discuter d'installation complémentaire d'un ETU sur le secteur. Par contre, il ne pourra pas prendre l'entrée depuis Bavilliers. On est trop près de la sortie de la commune. C'est la descente qui... Et donc, pour installer un ETU, on ne doit pas être en zone 30. Précision. Ah, on ne peut pas être en zone 30 ? Non, uniquement en zone 50. Donc ça veut dire qu'on aura le plateau et que la zone ETU, elle sera sur la descente en arrivant sur la zone. C'est uniquement en zone 30. En zone 50. Ça ne sert à rien, ça agace tout le monde parce que... J'ai envie de vérifier. La solution qu'on choisit, mesdames? Voilà, Bah, fais voter, hein. Oui. C'est tout, hein. Oui, moi je pense que La 2. La 1. Moi, la 1. La 1. Deux. Moi, je suis contre. 2. Alors, qui est pour la 2? avec 2 doigts séparés. La 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Proposition numéro 2. Donc on verra à la fin si ça marche bien.
Il n'y a pas moyen de faire les deux. Ouais, puis si ça marche pas, on mettra les écluses. Ça coûte pas cher. Dernière petite communication que je souhaitais avoir avec vous parce que ça me chiffre depuis déjà un moment. La taxe d'habitation et l'effet du coefficient correcteur. Donc là, vous savez qu'en 2020, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Et pour les locataires donc deviennent des consommateurs sans participation au service ni à l'entretien de la commune. Donc ils ne payent plus rien en dehors des services qu'ils utilisent. L'État a décidé de financer ça par un transfert de la part communale. Donc il a transféré la part départementale, donc il a transféré la totalité de la part départementale sur les communes. Si ce n'est qu'il y en a certaines qui étaient un peu plus riches avec ça. Donc ils ont établi un coefficient correcteur pour une stabilité des ressources communales. C'est pas mal. Donc les modalités, elles ont été mises en place par les services fiscaux. Le prélèvement, il se fait sur les surcompensés et versement aux sous-compensés. Donc s'ils gagnent trop de sous, on leur prend. Ceux qui n'en gagnent pas assez, on leur donne. Résultat, les habitants propriétaires payent autant qu'avant, puisque vous payez à la fois la taxe foncière qui était à la commune, plus la taxe qui était au département. Et puis l'État, là-dessus, va venir prélever sa dîme pour la distribuer. Donc le prélèvement n'apparaît pas dans le budget puisqu'il est prélevé directement par l'État. Donc l'État touche les sous et il nous rend que ce qu'il nous doit. Et je vous ai fait quand même un petit parcours. Donc la commune de Fontaine reverse 498 000 €, soit 817 € par habitant. La commune de Besoncourt, 551 000 €, 409 € par habitant. Donc c'est ce que l'État prélève sur la taxe foncière de la commune de Besoncourt. En Delnan, donc là vous constatez qu'on a Cravanche, 134 000 € qui est prélevé, soit 267 € par habitant qu'on va prélever sur Cravanche. Argiésans 125, vous constatez que toutes les zones qui sont concernées sont des zones qui ont des zones d'activité. En réalité, leur taxe foncière, leur taxe d'habitation n'était pas suffisante. Quand ils ont basculé la totalité de la taxe départementale, les communes se sont trouvées beaucoup trop riches. Il y en a quelques-unes sur GBCA qui ont bénéficié. Vous avez Vétrilles, vous avez Doran, Offemont, 175 000 €, voilà, et Belfort, 481 000 €, 10 € par habitant. Moralité, l'effet du coefficient correcteur sur la totalité sur GBCA, 3 169 000 qui s'en vont. Sur les deux autres communautés de communes, 2 288 000, il y a 5 457 000 qui partent du territoire de Belfort pour aller alimenter les autres communes, les autres villes de France. Moralité, je vous en ai quand même mis quelques-unes parce que j'ai été voir. Marseille touchera 222 millions. Lyon va toucher 101 millions. Cannes, 18 millions. Et Avignon, 10 millions. Donc on a plein de communes comme ça qui vont effectivement récolter l'argent qui a été payé, notamment pas les Essertois, puisque vous voyez que les Essertois, nous sommes compensés 16 000 €, donc on touche 5 € par habitant. Hein? C'est déjà pas mal, mais on n'est pas prélevé. Donc ça veut dire que la totalité de ce qui est payé par les Essertois ne suffit pas à combler le trou. Il n'empêche que je ne comprends pas qu'il y a un certain nombre de communes, quand je vois ce qu'elles sont capables de payer, et que l'État en réalité a fait des cadeaux aux locataires, mais qu'en réalité il l'a fait payer par tout le monde. Voilà. Donc l'État n'a rien mis là-dedans. Donc on n'a pas de statistiques sur le reversement de la fiscalité et savoir si l'État il est quand même obligé de mettre l'argent, la main à la poche pour aller alimenter toutes les communes. Voilà. Et quand vous regardez qu'il y a 5 millions sur le département du territoire de Belfort, il y a 5,4 millions qui s'en vont pour alimenter les villes extérieures, donc les communes qui étaient déjà pas mal aisées, parce que je ne pense pas que Cannes soit une commune de miséreux. Il y a Avignon non plus, Lyon non plus. Voilà. Donc ça veut dire voilà. Donc l'État, plutôt que de faire le versement à concurrence des ressources de la commune, il a décidé de verser la totalité. Par contre, il se sert au passage pour donner à ceux qui en ont pas assez. C'est voler les pauvres de les riches, non? Non, parce que des gens qui avaient des taxes d'habitation, comme à Marseille, et qui étaient déjà imposés quand ils ont supprimé la taxe d'habitation, la perte sur Marseille, 222 millions de compensation. Voilà. Donc je vous invite à aller sur impôts.gouv, compte des communes, et vous pouvez faire le tour. Ça va vous faire plaisir. Et j'étais dans l'Ardèche récemment, c'est une commune, ils prélèvent 30% du résultat fiscal.
Donc je pense que ça commence à faire beaucoup. Et je pense qu'ils nous ont pris pour des cons. Merci. Le conseil municipal est terminé. La réunion Grelot, elle aurait lieu quand? Mardi prochain. Mardi prochain. Il n'y a pas la réunion Grelot. Quelle heure? La 18h, c'est pas 18h qu'on a dit? Voilà. La réunion, vous recevrez la convocation mardi prochain pour une réunion à 18h. Voilà. Donc on ne va pas parler Grelot, on parle urbanisme de la commune. Hein. Savoir quelle va être l'attitude et comment on fait pour dispatcher, en sachant qu'à l'heure actuelle, en dehors de la zone du Grelot qui est en 1AU, on n'a pas d'autres zones en 1AU. Ça veut dire que pour ouvrir la deuxième zone, il faut de toutes les façons faire une révision du plan local d'urbanisme. Et si comme on n'a plus aucune zone, constructible, ça veut dire que si on décide de supprimer les zones telles qu'elles ont été définies dans le précédent PLU, il va falloir qu'on en trouve d'autres. Il va falloir qu'on en trouve d'autres pour avoir quand même des zones qui sont constructibles. Parce que même avec la Loisanne, ils nous disent qu'ils ont construit intramuros. Je ne suis pas persuadé qu'en intramuros, on aura suffisamment de zones constructibles pour remplir le cadre du PLH et se retrouver avec un habitat social qui soit aux normes qu'on devrait avoir, puisque là, grosso modo, on est à 13-14%, on devrait être à 20%. Donc là, les décisions pour la révision du PLU, on ne va pas se lancer dans une révision qui ne sert à rien. Donc je pense que la discussion, il faut qu'on travaille là-dessus, sur l'extension de la commune, sur la façon dont on prévoit les choses. Et la seule chose qui est à peu près sûre pour moi, c'est que je n'ai pas l'intention de mettre un sou pour faire l'urbanisation du Grelot. On en discutera à ce moment-là, quand on aura toutes les données. Donc mardi prochain, 18h, on fait une réunion uniquement du conseil municipal, de la totalité. Conseillers municipaux. Hein. Et après, quand les décisions communes sera prise, on fera, comme à la demande de ceux du secteur de la rue Cabinot, on fera une réunion publique pour expliquer les décisions qui ont été prises et discuter avec les gens, savoir ce qui est souhaitable pour l'avenir des serres. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Oui, une question du public. Oui. Une question. Oui. Quand on parle de voirie, je vais m'informer d'une information. Je voudrais savoir quand Eiffage va réintervenir sur la rue Claude Debussy. Vous avez fait parvenir